Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Mode et Affaires, le podcast. C'est un podcast tourné sur l'apprentissage de la mode dans la sphère du business canadien. Ce podcast serait rien sans nos fidèles partenaires, la Fondation des diplômés d'HEC. Alors, pour commencer, on souhaitait les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour la création de ce podcast. Je suis votre hôte Camille Brouta, directrice du podcast Mode et Affaires. Et aujourd'hui, on va se tourner vers un podcast spécifiquement sur la marque Chanel et puis la division fragrance et beauté avec notre invité spécial qu'on va présenter juste après. Avant de la laisser se présenter, je vais légèrement introduire la marque que je pense que vous connaissez déjà très bien. Donc, Chanel est une entreprise française renommée dans le monde entier, dans le monde de la haute couture surtout, du prêt-à-porter, des accessoires, mais également connue pour ses parfums et ses différents produits de beauté. Fondée initialement par Gabrielle Bonheur-Chanel, mieux connue sous le nom de Coco Chanel en 1910, la maison de couture a été réorganisée avec le rachat de Chanel Couture par les parfums Chanel en 1954. Ce qui nous vient à parler de la division fragrance et beauté dans laquelle notre invité travaille. Tout commence en 1921 avec la création de Chanel numéro 5, l'un des parfums emblématiques et les plus célèbres du monde. Ce lancement a lancé le début et l'entrée de Chanel dans le monde des cosmétiques et du parfum. Au fil des années, la division s'est élargie pour inclure d'autres parfums, d'autres produits emblématiques et du maquillage et puis tout ça. Et chaque produit de la division incarne la beauté, l'élégance, l'innovation, le luxe, toutes les valeurs un petit peu diffusées par Chanel. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on est accompagné d'une invitée un peu spéciale. Donc, je vais la laisser se présenter. Bonjour Delphine. Bonjour. Ravie de t'avoir parmi nous. Ravie d'être là. Déjà, on va commencer par te présenter à nos auditeurs. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire qui es-tu? Comment t'en es arrivée là? Ton parcours à Chanel? Ton parcours à HEC aussi, parce que tu es un de nos collègues d'HEC. Donc, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter? Bien sûr. Donc, je m'appelle Delphine. Je suis arrivée au Québec en 2012 pour faire ma maîtrise en marketing au HEC. Donc, c'est vraiment ça, ma maîtrise qui m'a amenée ici. Et 2 ans de maîtrise en marketing où j'ai appris énormément. Et à la suite de quoi j'ai eu l'opportunité d'entrer chez Chanel tout de suite à la fin de ma maîtrise grâce au permis post-diplôme, donc de 3 ans qui m'était accordé en tant qu'étudiante étrangère. J'ai commencé à la base, j'ai eu cette opportunité d'entrer chez Chanel dans un poste d'assistante chef produit pour la gamme beauté. Donc quand on dit beauté, c'est make-up et soins, maquillage et soins. Et c'était un remplacement de congé maternité. Donc, c'était un contrat d'1 an. Okay. Donc, c'était un petit risque que je prenais pour commencer, en fait, ma carrière, en tout cas au Québec. Parce que j'avais une précédente carrière en France avant d'arriver au Québec. Mais donc en marketing, en tant qu'assistante chef produit. Et au fur et à mesure des opportunités qui se sont présentées à moi, j'ai eu d'autres opportunités, d'autres postes au sein de Chanel. Et ce qui fait que maintenant, ça fait 10 ans que j'y suis et que je continue ma carrière là-bas. Ok, super. Et en sortant d'HEC, du coup, c'était le poste que tu voulais? Il n'y avait pas d'autres... C'était pas nécessairement le poste que je voulais. En fait, c'est un petit peu contradictoire, mais pendant mes études au HEC, donc pendant ma maîtrise en marketing, j'ai découvert tellement de sujets auxquels j'étais pas nécessairement attirée, par lesquels j'étais pas forcément attirée avant de les étudier, mais par exemple, le e-commerce, par exemple, la gestion de produits, la gestion de marque, l'analyse de la demande, des choses comme ça qui étaient en fait des cours qui m'étaient offerts et qui m'ont permis de découvrir ces univers-là. Et quand je suis sortie de ma maîtrise, je n'avais pas de piste vraiment établie sur ce que je désirais faire. Et c'est là que je me suis dit, je vais regarder les opportunités qui s'offrent à moi. Et je vais les saisir. Donc, et ça je commence par ça, le podcast, parce que c'est ce qui a dicté
toute ma carrière par la suite, puis qui est pas terminée, là, je l'espère, mais toute ma carrière est dictée par des opportunités qui se présentent sur ton chemin et que tu décides de saisir ou pas. Et en l'occurrence, cette opportunité-là s'est présentée. À la base, prendre un contrat d'1 an, c'était pas du tout ce vers quoi je m'enlignais. Idéalement, en sortant de ma maîtrise, je m'attendais à trouver un poste permanent, peu importe où, et j'avais même pas de prérequis pour l'industrie du luxe. C'était pas quelque chose qui, dans ma vie, m'attirait particulièrement. Je veux dire, personne va cracher dessus, hein, mais pour moi, c'était avant tout trouver un poste dans lequel je vais m'épanouir, où je vais apprendre des nouvelles choses. Et en l'occurrence, question de timing peut-être, mais j'ai terminé ma maîtrise donc en décembre 2013, et 2 semaines plus tard, j'avais cette entrevue pour ce poste-là qui m'était offert via une agence de placement d'ailleurs, enfin via un chasseur de tête. Et j'ai eu le poste et j'ai saisi l'opportunité pour apprendre. Le fait d'avoir saisi cette opportunité-là, 6 mois plus tard, on me proposait un poste permanent chez Chanel à Toronto. Donc, ce qui m'a permis de saisir cette opportunité-là, d'avoir le fameux poste permanent auquel j'aspirais. Et en plus d'aller découvrir une nouvelle ville au Canada et d'aller m'installer à Toronto pour quelques temps. Donc, quand je dis que vraiment ma vie, c'est saisir des opportunités, c'est ça, parce que tu sais jamais où ça peut te mener. Donc, essaye de dire oui le plus possible dans ta vie pour que ça t'amène à d'autres choses auxquelles tu t'attends pas forcément. Ok. Donc, en gros, si je comprends bien, dans ta vie, il y a eu toutes sortes de changements, toutes sortes d'opportunités. Et aujourd'hui, ça t'a mené où tu es. J'ai l'impression que tu es pas mal heureuse. Donc, ça en vient à la première partie des questions que je vais te poser. Donc, tout ce qui est gestion du changement, etc. On sait que chez Chanel, tous les produits racontent une histoire différente, etc. Mais ils évoluent dans le temps. Donc, forcément, il y a du changement peut-être dans l'histoire, dans la façon de développer le produit, dans la façon de l'image, etc. Donc, je voulais savoir un petit peu comment toi, tu gérais le changement, que ce soit dans ton poste ou alors dans ta vie personnelle liée à ton poste. Comment toi, tu faisais pour gérer ce changement en général sur les différents sujets que ça peut impliquer. Alors, si je prends la première partie de ta question par rapport à Chanel, le changement, en fait, un des gros avantages qu'on a chez Chanel, contrairement aux autres maisons de luxe dans le monde, c'est que Chanel est, excusez mon français, privately owned. C'est-à-dire que les propriétaires, c'est une famille et c'est pas comme d'autres groupes, je vais les nommer, LVMH, peu importe, qui appartiennent à des actionnaires. Ouais, Donc nous, c'est vraiment une structure familiale qui est détenue par la famille Wertheimer, qui a racheté en fait à Coco Chanel dans les années 30, 40, 50, etc. et qui a perpétué en fait l'héritage Chanel tout au long de ces années. Et le fait que ça appartienne à une seule et même famille, ça permet justement de perpétuer ça sans se perdre dans les résultats pour les actionnaires, tout ça. Donc l'héritage, en fait, est super important. Parce que même si, oui, tu dois t'adapter, tu dois adapter en fait ton marché, tu dois adapter ton offre de produits ou changement, parce que le monde évolue. Je pense que l'héritage et les valeurs profondes de la marque sont encore les mêmes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 10, 15, 20, 30, 50 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au niveau perso, tout ce que je viens de te dire, ça s'applique aussi pour moi. C'est-à-dire que je pense que quand tu as des valeurs comme une base qui est vraiment établie, tout changement, oui, ça va venir te déstabiliser un peu. Tu sais, il faut que tu te réajustes. Mais si ta base est là, tu vas être capable de réorienter tout le temps ta carrière ou ton quotidien basé sur ces valeurs-là. Donc, pour te donner un exemple concret, donc, quand j'ai commencé chez Chanel en début 2014, j'ai eu donc, cette opportunité dont on a parlé. J'ai eu 6 mois plus tard, l'opportunité d'avoir cet emploi permanent à Toronto. Donc, j'ai déménagé à Toronto. Ça faisait 2 ans et demi que j'étais au Québec, que je m'étais fait des amis, que je m'étais recréé ma petite vie, que j'avais mon univers créé là. Et là, je repartais à zéro dans une nouvelle ville. Alors oui, j'avais des collègues qui déménageaient avec moi, qui devenaient un peu ma base, mais ça reste que c'est déstabilisant.
Après, qu'est-ce qui fait que finalement tu te sens bien dans ce changement-là? C'est qu'est-ce que tu en fais de ce changement-là? Est-ce que tu te focalises sur « Ah mon Dieu, les choses d'avant me manquent, j'ai un nouveau quotidien, il faut que je m'habitue à être dans une ville qui n'est pas du tout la même. » Si vous connaissez un petit peu Toronto versus Montréal, c'est pas du tout la même vibe. C'est une ville qui est beaucoup plus américanisée, beaucoup plus rapide, plus de stress. C'est un peu comme le New York du Canada. Sauf que je m'épanouissais d'une autre manière. De un, je découvrais une nouvelle ville, je découvrais une nouvelle façon un peu de vivre. C'est une ville qui est vraiment encore plus cosmopolite que Montréal. Et surtout, aussi l'opportunité d'avoir ce poste-là, de travailler principalement en anglais aussi. Tous les changements peuvent être enrichissants. Base-toi là-dessus. C'est-à-dire que, et comme je disais il y a quelques minutes, dis oui. Dis oui aux opportunités. Dis pas oui à tout, là, on s'entend. Dis pas oui à n'importe quelle condition. Dis pas oui à n'importe quel traitement de ta personne. Le consentement a une grande part là-dedans aussi, mais dis oui aux opportunités. Et même si ça te met un petit peu en déséquilibre, tu vas finir par le retrouver, ton équilibre. Donc voilà, ça c'est par exemple un des changements. Ok, ça marche. Et puis pour rester sur cet aspect un peu évolutif, etc., on sait qu'il y a plusieurs sujets qui se sont un peu plugués au fur et à mesure des années, comme par exemple l'écologie, les mouvements sociaux, un petit peu le féminisme, etc., le traitement des employés qui a beaucoup pris du poids au fur et à mesure des années. Surtout que c'est une entreprise qui a été créée en 1910, donc on sait que le traitement des employés en 1900 et maintenant, il y a tout un fossé. Est-ce que toi, tu as vu ce changement, même au niveau de la diversité de vos équipes, etc., l'inclusivité? Tu as vu le changement dans les produits, dans la façon de travailler, etc., le management? Ouais. Alors, oui, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas tant vu en termes de façon de faire, mais je l'ai vu en termes de communication. Parce que Chanel, et c'est un des gros avantages aussi, Chanel a toujours fait en sorte que les produits soient tracés. Donc, par exemple, si on parle juste de la portion produit, après on parlera des employés, de la diversité, etc. Si on prend la partie produit, il y a toujours eu une chaîne la chaîne de production, en fait, concernant l'approvisionnement, les ingrédients, etc., qui était traçable. Sauf que c'était pas forcément communiqué. Et c'est quelque chose que Chanel fait beaucoup. Ils font leurs choses dans leur coin sans forcément le communiquer. Et ça passe par tout ce dont on va parler. Tout ce qui est écologie, traitement de la diversité, l'implication dans les causes, les fondations, etc. Chanel ne communique presque pas dessus. Mais ils agissent quand même. Et donc, pour te donner un exemple pour les produits, maintenant, on a des chartes et tous les employés peuvent y avoir accès. Le grand public, un petit peu moins, parce qu'encore, c'est pas quelque chose sur lesquels il y a beaucoup de relations publiques ou de relations presse dessus. Et c'est un parti pris de la marque. Mais pour les produits, on a une chaîne d'approvisionnement qui est contrôlée. On s'assure que les ingrédients qui sont récoltés sont faits de manière durable, dans des conditions humaines qui sont respectables, etc. Donc, il y a vraiment un suivi qui est fait. En termes de... Et je vais prendre un exemple. On a un de nos produits soins, donc de soins pour la peau, la gamme s'appelle Sublimage. Et un des ingrédients phares, c'est de la vanille de Madagascar. Et c'est de la vanille qui est récoltée à la main dans des champs. Et ça pourrait... Si tu ne te renseignes pas sur le process, tu pourras avoir l'impression que c'est quoi, on est dans des champs de coton en 1800 quelques. Mais non, c'est vraiment c'est des employés qui sont bien traités, qui ont des bonnes conditions, qui ont des salaires acceptables, raisonnables. Et c'est fait dans les règles de l'art, entre guillemets. Pareil pour la haute couture. Quand tu vois, les ateliers sont encore en France. C'est des couturières d'expérience qui font tout à la main. C'est vraiment il y a une traçabilité. Tous nos produits sont fabriqués en France. Certains qui sont très techniques et qui sont plus adressés à une clientèle, par exemple, asiatique, qui sont fabriqués au Japon. Donc, il n'y a pas de zone grise là-dessus, là. Ça, c'est pour les produits. L'autre partie,
par rapport aux employés ou aux conditions ou aux engagements de la marque sur plusieurs fronts. Il y a une énorme partie de la compagnie qui est basée sur les femmes. Et on a la Fondation Chanel qui existe, dont la principale mission, c'est les femmes, le bien-être des femmes, le développement des femmes. Et ça, donc la Fondation Chanel, c'est géré par Chanel Monde. Et chaque marché, quand on dit marché, c'est chaque pays, en fait. Donc Chanel Canada, Chanel Grande-Bretagne, Chanel France, Chanel Chine, Chanel blablabla, va utiliser, en fait, cette impulsion que la Fondation Chanel a pour créer des actions concrètes dans chaque pays. Donc, par exemple, ici au Canada, on est impliqué dans plusieurs associations qui aident les femmes dans le besoin. On a un programme de mentorat pour des jeunes filles en difficulté, pour les aider dans leurs études, dans le point de vue personnel, dans le point de vue professionnel. Et on est vraiment impliqué. Et c'est quelque chose que notre nouvelle CEO, je dis nouvelle parce que ça fait juste quelques années qu'elle est à la tête de Chanel, qui s'appelle Lina Nair, qui est d'origine indienne et qui a grandi dans une famille très peu aisée et qui a grandi les échelons. Et maintenant, elle est à la tête de Chanel Monde. Et elle veut énormément redonner à la communauté et vraiment aider les femmes. Donc ça, c'est vraiment une grosse partie de la fondation. Et ensuite, il y a tout le côté CSR, qu'on dit, donc les responsabilités plus environnementales. Donc, nous, on a un objectif net zéro en 2040. Donc, tout ce qu'on va dégager comme émission va être compensé ou annulé. Et ça va par le recyclage de nos matériaux, l'utilisation de matériaux recyclage. Dans nos produits, ça va par l'utilisation de recharge. Donc, au lieu d'avoir un pot de crème, puis qu'on rachète un pot de crème à chaque fois, là, on va aller remettre des recharges dedans. C'est pareil pour nos rouges à lèvres, c'est pareil pour plein de produits qu'on développe comme ça. Et aussi dans le fait qu'on on demande à ce que les employés s'impliquent. Donc, chaque employé, et là je parle pour Chanel Canada, je ne sais pas comment c'est ailleurs dans le monde, mais Chanel Canada, tous les employés ont droit à 2 journées par année qui sont payées pour faire du bénévolat. Donc, pour s'impliquer dans n'importe quelle cause, ça peut être aller passer une journée en CHSLD, d'aider des personnes âgées. Ça peut être, nous, on vient là, la semaine dernière, d'aller aider au magasin Le Chaînon, qui est un organisme, Le Chaînon, à Montréal, qui aide justement les femmes en difficulté. Il y a une résidence qui les accueille. Il y a aussi un magasin qui est comme une friperie un petit peu pour... donc, c'est un magasin qui recueille des dons et qui les revend à des prix modiques justement pour aider ces femmes-là. Et donc, chaque employé, en fait, a un peu son devoir d'utiliser ces 2 jours-là qui sont payés. Non, c'est comme si tu te rendais au bureau le matin, mais pour aller aider dans sa communauté. Et ça peut être... Et là, c'est sûr que j'insiste sur les femmes parce que c'est un petit peu le rôle de la Fondation Chanel, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Tu as envie d'aller passer 2 jours à la SPCA aider les animaux, tu peux. Tu as envie d'aller aider à une cantine de quartier pour aller distribuer de la nourriture, tu peux. Donc ça, c'est vraiment l'implication des employés. Et enfin, là, c'est plus un peu ce qui chapeaute le tout, et c'est en termes de donation monétaire, mais la compagnie Chanel Monde s'engage en fait à donner à hauteur de 6 millions d'euros par année à des organismes. 2 organismes en fait qui vont aller distribuer là où il y a besoin. Donc la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge, CARES, qui sont en fait des grosses fondations qui vont aller injecter les fonds là où il y en a besoin, dépendamment des crises qu'il y a sur la planète en ce moment. Et ça, c'est quelque chose auquel se sont engagés les propriétaires, c'est que chaque année, 6 millions de dollars vont être, de dollars US ou d'euros, ça revient à peu près à la même chose, vont être donnés pour supporter, en fait, pour aller aider dans les crises qu'il y a un peu partout dans le monde, dépendamment de ce dont il y a besoin. Ok. Mais c'est vraiment bien de voir que les grosses entreprises sont aussi impliquées dans le fait de redonner, puis de faire attention en fait à la population. C'est de là que ça part finalement. Puis pour continuer du coup sur plus l'aspect de la mode en général, on sait que
L'industrie de la mode, c'est quand même une grosse industrie un peu chargée mentalement parfois, etc. Ça relève de beaucoup de défis. Du coup, ma question, c'est ça. Est-ce que toi, à titre personnel, ça a été quoi tes défis auxquels tu as été confronté dans ta carrière ou peut-être dans ton parcours étudiant qui a amené à ta carrière? Et ça a été quoi les récompenses qui ont fait que ces défis, c'était des bons défis à relever au final? Je vais avoir l'impression de me répéter un peu, mais je pense que c'est clé pour justement des étudiants ou des personnes qui commencent leur carrière. Un des plus grands défis, puis je sais que c'est un terme qui est un petit peu galvaudé là, mais mettez-vous pas en danger, mais n'ayez pas peur de l'inconfort. L'inconfort va vous permettre de vous dépasser et ça va vous enrichir. Un de mes plus gros défis, là, c'est l'inconnu. L'inconnu. Tu sais pas, justement, les opportunités qui se présentent à toi. Les opportunités qui se présentent à toi, comme je disais tout à l'heure, le premier poste que j'ai eu chez Chanel, un remplacement de congé maternité, un contrat d'1 an. Bon, ça veut dire qu'au bout d'1 an, je fais quoi? Bon, c'est pas grave, je vais y aller. On va voir ce que ça donne. Après 6 mois, j'ai eu cette opportunité. C'est à Toronto. Ok, il faut que je recommence à zéro depuis le début. Mais ok, c'est un peu d'inconfort, mais je vais y aller. Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Ça m'a permis de découvrir une nouvelle ville, développer mes connaissances dans le poste. Après ça, je me rends compte que j'ai plus d'opportunités d'évolution. Après 2 ans et demi, je vois que ça commence à bloquer. Si je suis assistante chef produit, j'aimerais éventuellement devenir chef produit. J'ai pas cette opportunité-là chez Chanel. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là à être un petit peu dans mes chaussons, dans mon petit confort, ou tu sais, je me lance des défis. Exactement, je me lance un défi. J'essaye de voir qu'est-ce qui peut se présenter à moi. Je dis, tu sais, j'en parle à mes managers. Je dis, je commence à sentir que j'aimerais évoluer. Je comprends qu'en ce moment, j'ai pas cette opportunité-là, parce qu'il y a des personnes au-dessus de moi qui sont à leur place et qui n'ont pas nécessairement envie de bouger. Voilà. J'ai pas l'opportunité d'évoluer. Écoute, on aurait un poste pour toi de retour à Montréal en chaîne d'approvisionnement. Est-ce que ça t'intéresserait? Chaîne d'approvisionnement, j'ai étudié en marketing, en communication. C'est pas vraiment mon domaine. Je pourrais l'essayer. Peut-être ça va m'apporter une corde à mon arc. Je l'ai saisi, cette opportunité. J'ai fait un poste en analyse de la demande. Donc, pareil, j'en parlais, j'avais eu des cours là-dessus. Et en fait, c'était prévoir, donc en anglais on dit demand planning, donc prévoir la demande pour ajuster en fait les quantités de produits à importer, à acheter, pour s'assurer qu'on est capable de les vendre. Donc, ça fait partie du marketing. Quand tu fais de la gestion de produits, avoir ce côté-là de analyse de vente, analyse de la demande et finalement s'assurer de l'approvisionnement, ça fait partie de tout le processus pour vendre un produit. Ça faisait du sens, même si au début, j'étais comme, ça n'a rien à voir. Le fait de saisir cette opportunité-là, ça m'a permis d'apprendre plus. Et à la suite de ça, d'aller faire un travail, donc c'est là où j'ai quitté Chanel pendant 3 ans, d'aller faire un travail qui au final m'a paru un des meilleurs steps dans ma carrière, parce que j'avais acquis l'expérience en gestion de produits en étant assistante chef produit, l'expérience en analyse de la demande, approvisionnement, toujours chez Chanel, et j'ai eu un poste de chef produit où je faisais du développement de produits, donc vraiment du marketing à 360, dans une autre entreprise où je faisais du développement de produits, produits pour le corps, produits pour la maison, bougies parfumées, etc., qui était très, très, très enrichissant. Et tout ce que je venais de faire chez Chanel m'a permis d'atteindre ce poste-là. Donc, c'était comme une continuité. Et si j'avais pas eu la portion analyse de la demande, prévision de la demande, j'aurais pas pu faire ça. J'aurais pas eu assez de cordes à mon arc pour faire ce poste-là. Donc, les gros risques, ce qui est inconfortable va finalement être enrichissant. Il faut tout le temps que tu te dises, c'est un peu dans l'inconfort que tu bâtis ton confort de demain. Tu sais, une maison, là, c'est brique après brique. Bon, ici, on les construit en bois, mais... mais si tu as lu l'histoire des 3 petits cochons, c'est mieux de la construire par briques.
Ça, c'est mon côté maman qui ressort. Mais non, tu sais, une maison, au début, ça a l'air de rien. Tu construis quelque chose, c'est pénible, c'est long, et au final, tu te retrouves avec un palais. Donc, l'inconfort est très désagréable pendant un laps de temps qui va, au final, être très court et que à la fin, in fine, quand tu regardes le chemin parcouru, tu regardes en arrière, tu regardes le chemin parcouru, c'était rien. C'était une milliseconde dans tout ton parcours qui, au final, a juste permis de t'enrichir, personnellement. Ok. Ben, en fait, de ce que je comprends, c'est pas à pas qu'on construit qui est-ce qu'on veut devenir. Puis ça vient un petit peu en lien avec ma prochaine question. Là, c'était tes défis, mais je voulais te demander plus pour nos auditeurs, qu'est-ce que tu leur conseilles du coup pour avoir une carrière dans la mode, pour réussir ou juste pour se lancer? Je pense que de ce que tu me dis, c'est d'oser, finalement, c'est ça? C'est d'oser. Et je sais que c'est difficile, surtout quand on veut absolument travailler dans la mode, mais c'est de revoir ses attentes. Pas ses attentes. Je pense que c'est extrêmement bénéfique d'avoir un plan à long terme. De se dire, tu sais, dans 5-10 ans, je veux ça. Parce que ça va te permettre de t'aiguiller. Mais à court terme, ne pas avoir trop d'attentes dans le sens de ne pas être trop difficile. Parce que justement, et encore une fois, c'est juste mon exemple personnel, mais si j'avais pas saisi ces opportunités, puis désolée, je me répète, mais c'est vraiment ça, c'est si tu saisis pas ces opportunités-là, parce que tu te rends compte qu'elles correspondent pas à 100% à ce à quoi tu t'attends, tu peux passer à côté de quelque chose. Et peut-être que tu vas attendre pour finalement jamais trouver ce qui va te correspondre à 100%. Alors, ça, c'est mon avis personnel. Je sais qu'il y a des personnes qui vont dire non, moi, je ne settlerai pas pour quelque chose qui n'est pas à 100% ce que je veux. Mais d'expérience, je peux dire que tu peux aller vers quelque chose qui ne correspond pas à 100% à tes besoins et le transformer en c'est 100% ce que je veux. Donc, mon conseil, c'est sois alerte à ce qui se présente à toi. Dis oui aux opportunités, sans dire oui à tout, mais dis oui aux opportunités. Et si cette opportunité qui se présente à toi n'est pas à 100%, tu sens que tes qualités ou tes compétences dépassent, eh bien, apporte-les quand même. Parce que si, dans la job que tu fais, et ce qui est attendu de toi, tu le fais à 100% parce que tu as les capacités, tu as les compétences, etc. Mais que tu vas rajouter ton petit grain de sel parce que tu as plus de compétences et que tu vas aller les ajouter, tu vas me démontrer, en fait, que tu es capable d'aller plus haut. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu il y a 1 an et demi. Dans mon poste, en apportant des compétences que j'ai, parce que actuellement, je ne fais pas un poste de marketing, je suis en vente, en administration des ventes, et j'apporte tout le temps, dans ma tête, je suis encore une personne de marketing, dans ma tête, même si je ne travaille pas dans le département marketing, je suis une personne de marketing et j'apporte mes compétences marketing et j'apporte des points. Et au jour le jour, j'apporte des idées, des choses qui ne font pas partie du carcan de mon poste et de toute autre tâche connexe qu'on a souvent, mais qui vont faire en sorte que, ah bah oui, ça a apporté un point dans ce meeting-là, Delphine a dit ça, puis ça permet d'aller plus loin. Et c'est ça, en fait, qui va permettre au monde autour de toi, que ce soit tes gestionnaires, que ce soit tes collègues dans d'autres départements, de te rendre visible. Donc, t'as tes compétences, t'es capable d'en rajouter dans ton quotidien, dans ton boulot quotidien, tu vas avoir une vraie valeur ajoutée. Donc, c'est ça. C'est d'oser, c'est d'avoir confiance en soi, même dans l'insécurité ou dans le fait d'être un peu instable quand il y a des changements. Et c'est ça, de s'enrichir au fur et à mesure des expériences, parce que tu vas toujours en tirer quelque chose de positif, quelle que soit l'expérience. Ok. Mais je pense que ça va aider plus d'un auditeur. Donc, on va passer maintenant à la partie un petit peu débouché professionnel. Tu nous as parlé de plusieurs postes que tu avais eus, puis tu penses que tu as des collègues que tu as pu rencontrer qui ont aussi eux-mêmes des postes différents du tien. Donc, j'ose comprendre qu'il y a quand même une pluralité de postes dans ton corps de métier.
Et donc, ma question, ça aurait été, est-ce que tu peux nous parler un peu de la diversité des carrières possibles, que ce soit à Chanel, mais dans le monde de la mode en général? Qu'est-ce qu'on peut faire dans la mode? Si une personne sort de marketing, si une personne sort de management, est-ce qu'il aura la possibilité de travailler dans la mode ou alors il va devoir trouver autre chose? 100%, il peut trouver, peu importe de quel domaine tu sors. Donc, pour vous donner un exemple concret, chez Chanel Canada, on a 2 sièges sociaux. On a un siège social qui est dans la région de Montréal et un qui est à Toronto. Si dans la région de Montréal, notre siège social est également notre centre de distribution pour tout le Canada. Donc, quelqu'un qui sort de GOP, de gestion des opérations, peut avoir un poste de superviseur de l'entrepôt, de directeur des opérations ici, dans la mode. Dans le secteur. Voilà, dans le secteur. Que ce soit pour la mode ou pour fragrance et beauté. Quelqu'un qui sort de finance peut avoir un poste. On a notre département finance. Quelqu'un qui sort de IT peut avoir un poste. Quelqu'un qui sort de marketing, évidemment, de ressources humaines. N'importe quelle entreprise a ces postes-là. Que tu aies une sensibilité pour la mode va venir t'aider, en fait, parce que tu connais l'industrie, tu sais... tu as déjà une sensibilité pour le type de gestion que ça représente. Par contre, il y a un conseil, puis excuse-moi, ça va revenir à ta question précédente, mais il y a un conseil vraiment, vraiment, puis s'il vous plaît, là, quand vous vous présentez à un entretien, quand la personne qui va vous interviewer, faire l'entretien, vous demande pourquoi vous voulez travailler chez Chanel ou travailler pour le poste en question, quel qu'il soit, que ce soit du marketing, de la gestion des ventes, des RH, de la GOP, peu importe, ne dites pas Chanel, c'est mon rêve. Ou la compagnie, c'est mon rêve. Parlez toujours de vos compétences pour le poste. Si votre seule ambition, c'est un jour de travailler pour une marque de luxe parce que vous aimez trop le luxe ou vous aimez trop cette marque, et là je dis Chanel, mais ça peut être Dior, peu importe. Là. Si votre rêve, c'est la marque, c'est pas la bonne réponse. Même si ça l'est. Même si c'est vraiment votre seul et unique but, c'est de travailler pour Chanel, le dites pas. Parce que ce qui est important pour un gestionnaire qui va vous recruter, c'est vos qualités pour le poste en question. Parce que vous soyez passionné par la marque, que vous ayez des posters Chanel, que vous ayez écrit une biographie sur Gabrielle Chanel depuis sa plus tendre enfance dans le pensionnat et où elle est rendue, peu importe. C'est hyper important d'être passionné dans la vie, mais c'est pas votre passion qui va vous faire un bon employé ou un bon salarié ou un bon manager ou peu importe. C'est vos compétences en premier lieu. Le fait que vous ayez une sensibilité pour la mode, c'est toujours un plus. Mais s'il vous plaît, en entrevue, puis je vous le dis ça parce que c'est rédhibitoire et pas juste, et je parle pas juste d'expérience personnelle, parce que moi, quand je dois embaucher des gens, et ça m'est déjà arrivé d'être face à ce genre de candidat, mais c'est pas juste moi, c'est vraiment tous les gestionnaires à qui j'ai pu parler qui font du recrutement, c'est rédhibitoire. C'est pas ça qu'on veut entendre quand on est en recrutement. Moi, je veux travailler chez Chanel parce que ma passion, c'est le luxe. Ma passion, c'est Chanel. Non, tu veux travailler chez Chanel? Oui, ça fait partie des raisons. Mais ce poste-là va me permettre de développer telle et telle chose. Je pense que j'ai les compétences pour arriver à ça et je vais apprendre en faisant ça. C'est le plus important. Désolée, ça. C'était pour la question précédente. Mais je voulais juste apporter le point. Parce que souvent, quand on veut travailler en mode, c'est qu'on a déjà une passion pour la mode, forcément. Et moi, je suis un peu le vilain petit canard, parce que moi, je n'étais pas du tout attirée par l'industrie du luxe ou de la mode ou quoi que ce soit, et je m'y suis retrouvée et je suis hyper épanouie. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent, en fait, l'envie de travailler pour une marque de luxe, en mode, en joaillerie, en maroquinerie, en beauté, en peu importe, et ce que ça va lui permettre d'atteindre en termes d'enrichissement personnel. Parce que juste travailler pour une marque de luxe, c'est quoi? C'est pour que ce soit beau sur ton CV, c'est pour que quand tu rencontres quelqu'un, tu te sentes valorisé. Moi, je le dis pas avec fierté que je travaille chez Chanel. Je dis avec fierté que
j'ai bâti ma carrière et que maintenant je suis à un point dans ma vie où je suis hyper heureuse, que je rentre au travail le matin, que je suis ravie, que j'ai une équipe que j'adore, que j'ai une responsable, une manager que j'adore, que l'ambiance de la compagnie, je suis hyper épanouie là-dedans. Ça, je suis fière de le dire. Mais juste de dire, oui, je travaille chez Chanel, puis je suis à la tête d'un département à 34 ans. Non, c'est pas... Pour moi, c'est pas ça. Et je pense que chaque personne devrait se rappeler que même si ton rêve, si c'est ton rêve ou si c'est ton ambition, peu importe, ça on peut l'appeler comme on veut, là, ton ambition, c'est d'avoir tel poste à tel âge dans telle gamme d'entreprises. Il y a des gens, ils rêvent de travailler pour Airbus, Bombardier, la Banque nationale. Tu vois, il y a plein d'ambitions dans la vie. Ouais. Mais si ton rêve premier, c'est de travailler pour une marque de luxe, je t'invite à prendre un step back, recul, ouais, un petit recul et de c'est quoi qui te motive vraiment. Si tu juste travailler pour la marque de luxe, qu'est-ce que ça t'apporte en termes d'enrichissement personnel? Est-ce que c'est parce que tu sais que, et comme j'en ai parlé tout à l'heure, tu sais que c'est des compagnies qui vont redonner à la communauté? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est parce que ça va t'amener à pouvoir voyager partout? Parce que nous, en plus, chez Chanel, on encourage beaucoup la mobilité de nos équipes. On va vraiment encourager les gens. Ok, tu as envie d'aller faire carrière ou d'être mobile pendant 1 an, aller visiter un autre pays, on t'encourage. Tous les managers, on a un programme pour ça. Genre, si c'est ton ambition, on va t'aider à le faire. On va aller te trouver des postes ailleurs dans le monde. Donc, on encourage vraiment la mobilité. Est-ce que c'est ça ta motivation? Ou c'est juste être show-off puis dire que tu travailles là? Parce que si c'est ça, je t'invite juste à revoir un petit peu ta base, tes valeurs, parce que ça veut dire qu'une fois que tu vas l'atteindre, tu n'auras plus aucune motivation. Ok. C'est juste un petit conseil. Ok, parfait. Tu m'as un peu devancé sur ma question sur l'aspect international et tout, mais j'en ai une autre d'abord. Comme tu le disais, quand on aime la mode, je pense que ça va avec le côté un peu créatif, puis on en parlait un peu en off. Donc, c'est ça. Comment tu arrives à mêler le côté créatif à ton travail de gestionnaire? Parce que ça reste quand même une industrie où on a besoin d'être créatif, on a besoin de développer ce petit aspect de notre personnalité. Mais toi, dans ton travail au quotidien ou dans tes équipes, comment tu vois la créativité? À quoi elle te sert et comment elle te motive, te pousse à faire des meilleurs projets ou quoi que ce soit? La créativité, quand tu es dans un poste de gestionnaire qui n'est pas communication, marketing, relations publiques, événementiel, c'est plus difficile de la trouver. Mais tu es capable en fait d'aller la chercher dans d'autres sphères. Et par exemple, donc présentement, donc depuis quelques années, je suis responsable du département d'administration des ventes. Donc, ce que ça fait, en fait, c'est tout le côté vente à nos détaillants. Ça passe par des contrats, on s'entend sur des montants, des volumes de marchandises qu'on va vendre, etc. Et après, tu as toute la question logistique. Donc, comment tu traites en fait les commandes, comment tu t'assures que c'est envoyé à temps, qu'on a des bons taux de complétion des commandes. En anglais, on appelle ça des fill rates. Donc, par exemple, est-ce qu'on a le stock en main? Est-ce qu'on est capable de leur fournir à temps, etc. Pareil pour tous nos lancements de produits. Pareil, donc ça, c'est vraiment plus... J'ai un poste qui est plus logistique, organisation, gestion de la vente, qui n'a pas beaucoup de parties créatives. Par contre, comment tu peux aller chercher de la créativité là-dedans? C'est dans ta façon à tous les jours de gérer tes équipes ou d'essayer de trouver des processus, et c'est une grosse partie de mon travail, des processus d'amélioration, donc d'optimisation. Donc, par exemple, moi, je travaille beaucoup avec notre centre de distribution pour s'assurer que les produits sont expédiés au bon moment pour que ça arrive à temps en magasin, pour qu'on puisse faire un gros lancement, un bel événement, un pop-up, quelle que soit la chose qui se passe. Et c'est comment tu vas en fait gérer toute cette partie-là
pour que ça arrive à temps et essayer de motiver un peu les équipes. Donc, ça peut passer par, OK, on va faire un process, mais bon, après, est-ce que c'est vraiment de la créativité ou c'est juste de la logique mentale? Je sais pas, mais... On va compter ça dedans. On peut compter ça dedans. Mais c'est vraiment juste comment communiquer en fait l'information autre que juste un courriel, un fichier Excel, tu vois. Ok. Essayer d'aller chercher des façons qui vont faire que ton équipe va être capable de communiquer l'information de manière efficace, rapide et la plus le fun possible pour que tout se passe de manière seamless. Je trouve pas le terme en français, mais sans trop d'accro. Ok. Mais honnêtement, je suis pas dans un poste créatif. Et la créativité qui m'habite et que j'ai besoin d'extérioriser, je le fais à la maison avec mes enfants. Je m'assure de l'exprimer dans d'autres sphères de ma vie qu'au travail. Et si jamais c'était vraiment pour moi rédhibitoire qu'il me fallait absolument un travail créatif, je ne serais pas au poste où je suis aujourd'hui. Et en fait, la raison pour laquelle je suis dans ce poste-là, même si j'ai besoin de créativité dans ma vie, c'est parce que ma créativité, je suis capable de l'extérioriser, l'exprimer ailleurs que dans mon travail. Et comme mon travail, c'est de 8 à 5. Et après ça, il me reste plein de temps dans ma vie, à travers les activités que je fais, à travers ma vie familiale, à travers mes occupations extra, justement mes implications dans la communauté ou des choses comme ça, où je suis capable d'exprimer ma créativité. Ça a pas... Si tu es quelqu'un de créatif et que tu t'orientes vers une carrière en mode ou en fait n'importe quelle carrière, et que tu réalises que ton poste ne met pas à profit ta créativité, va la chercher ailleurs. Parce que c'est sûr que sinon tu vas être en déficit de créativité et tu vas pas t'épanouir. Okay. Moi, j'ai la chance, et même si je suis quelqu'un de très créatif, j'ai la chance de faire ce travail-là qui n'a pas beaucoup de créativité, mais je suis capable de l'exprimer ailleurs. Donc je suis dans un très bel équilibre, mais je conçois que ce soit pas le cas pour tout le monde. Ok, ouais. Ça marche. Mais au moins, le fait que tu trouves une bonne balance, ça fait que c'est toujours possible de trouver ça. Exact. Et comme je dis, c'est sûr que même si tu travailles en finance, il y a peu de chances pour que tu aies de la créativité, à part faire des super beaux dashboards pour exprimer comment se sont passés les chiffres ce mois-ci. Il y a peut-être peu de chances pour que tu développes vraiment ta créativité. Donc, C'est vrai. Merci déjà pour la réponse. Et puis du coup, je voulais revenir sur ce que tu disais au niveau du programme, la mobilité, etc. Nous, on est dans une école totalement internationale, donc du coup, on a tous les profils de personnes. Et je pense qu'il y a pas mal de nos auditeurs qui ont peut-être l'envie de faire une carrière un peu internationale. Et donc, parle-nous un peu plus de ce programme et comment ça se passe à Chanel, quels enjeux, parce que c'est quand même mondialement connu. Donc, il faut forcément un peu dealer avec le fait que c'est une marque internationale. Donc, quels enjeux, quelles possibilités on a à l'international ? Et puis, quelles expériences aussi, parce que tu nous as dit que tu étais partie à Toronto, mais à part ça, est-ce que tu as pu revoyager, etc. Comment ça se passe ? Alors, ça, donc, comme je mentionnais, on encourage énormément, la mobilité intra-marché, si je puis dire. Donc, par exemple, chez Chanel Canada, si, par exemple, moi, à mon poste de gestionnaire d'administration des ventes, je veux devenir fragrance et beauté, je veux passer en relations publiques mode, s'ils estiment que j'ai les compétences et que j'applique au poste, ils vont m'encourager à le faire. C'est-à-dire, c'est pas... Non, toi, t'es campé dans la division fragrance et beauté en administration des ventes, tu feras pas autre chose. Non. Ils nous poussent, en fait, à aller explorer ce qui se fait au sein de l'entreprise, même dans d'autres domaines complètement. Et on a beaucoup de gens qui passent de la division fragrance et beauté à la division mode ou à la division montre et fine joaillerie, parce qu'on a 3 divisions. Donc, il y a beaucoup de mobilité intra-marché comme ça. Et après... À chaque année, on fait tout employé et tout manager fait son performance review, sa revue de performance. Donc, à ce moment-là,
tu peux dire si tu désires de la mobilité. À court terme, à long terme, tu peux indiquer si tu veux, si tu as envie d'aller en Asie, en Europe, en Amérique centrale, Amérique du Sud, Afrique, peu importe, name it, là, tu peux vraiment indiquer tous tes souhaits. Et quand tu rencontres en personne ton manager ou ton employé, c'est un sujet dont il faut discuter parce que s'il y a des opportunités qui se présentent, on va pousser ta candidature, on va aller commencer à parler de toi à mes pairs. Par exemple, si moi j'ai une employée qui me dit j'aimerais vraiment ça aller passer 1 an à Londres. Bah parfait, bah, je vais aller voir si j'ai dit mon père, mais l'équivalent de l'équivalent en fait au UK de mon poste, et je vais lui dire t'as pas quelqu'un dans ton équipe qui voudrait aussi de la mobilité. Moi j'ai quelqu'un dans mon équipe qui aimerait ça aller à Londres. C'est quelque chose qu'on encourage beaucoup. Donc j'ai dit c'est un programme, mais en fait ça fait juste partie de l'entreprise. On encourage nos employés, s'ils le désirent, à aller faire leur carrière chez Chanel ailleurs, que ce soit à court, à moyen, à long terme. Donc ça déjà c'est quelque chose. Et il y en a beaucoup qui vont aussi aux États-Unis. On encourage C'est ça, c'est à côté. Les États-Unis c'est à côté. D'autres qui veulent partir à l'autre bout du monde et c'est correct aussi. Donc ça c'est pour la partie internationale. Et c'était quoi l'autre? C'est plus comment vous dealez avec le fait que la marque elle est internationale du coup. Parfait. Est-ce que vous communiquez avec d'autres départements à l'étranger et comment ça se passe? Ouais. Donc comme je disais, Chanel, donc il y a Chanel Global qu'on appelle Chanel Monde en fait qui donne toute l'impulsion pour tous les pays. Donc par exemple, chaque pays a son propre mode de fonctionnement, mais suit toujours les guidelines de Chanel Monde. Donc on lance les produits à la même date, tout le monde entier, à part certains qui ont des previews parce que voilà, peu importe. Ça c'est des stratégies marketing après applicables à chaque pays. On a les mêmes produits. On n'a pas les mêmes systèmes informatiques. On n'a pas les mêmes, dépendamment des pays. Donc ça, parfois, ça permet justement de développer en fait avec d'autres pays. Par exemple, en ce moment, on est en contact avec Chanel UK pour mettre en place des nouveaux systèmes IT au Canada que eux ont développés, qui vont permettre une meilleure communication globale. En tout cas, donc c'est ça. On communique beaucoup, on collabore beaucoup. Et aussi, un des avantages qu'on a au Canada, et ça c'est assez, je pense qu'on est le seul marché à avoir cette opportunité-là. Au Canada, et principalement dans l'Ouest, mais quoi qu'à Toronto beaucoup, on a une très grande population asiatique. Ce qui nous permet, en tant que marché, encore une fois je dis marché, mais c'est pays, d'avoir une gamme de produits qui, normalement, n'est vendue qu'en Asie. Et nous, au Canada, on a cette opportunité-là. Et ça fait... et en fait, moi, quand j'ai commencé, donc il y a 10 ans chez Chanel, on se battait pour avoir ces produits-là parce qu'on savait qu'il y avait la clientèle pour. Ça. Et maintenant, ça fait partie de notre assortiment et on a réussi à démontrer qu'au Canada, même si on est un pays d'Amérique du Nord, on a tellement une large population, puis en plus qui est c'est une clientèle qui est friande des produits de luxe et des produits très à technologie avancée que nous, on peut offrir en termes de soins pour la peau, que maintenant, cette gamme de produits-là est vendue, oui, en Asie, mais aussi chez Chanel Canada. Alors que ça peut paraître... fou, bah oui. Pour Chanel France, ils disent pourquoi le Canada, cette gamme de produits-là qui est pour les Asiatiques. Mais quand tu connais en fait les spécificités de chaque pays, tu réalises aussi les opportunités marketing et tu réalises que... Enfin, les opportunités marketing, oui, parce que c'est du marketing, mais ça... C'est du marketing appliqué. Ok. Donc, oui, on est en contact avec les autres pays, mais chaque pays est indépendant en même temps. C'est ça, il y a quand même une collaboration tout en gardant une unicité dans chacun des pôles. Okay. Oui, tout à fait. Ça marche. Et on ne se mêle pas du business que font les États-Unis du tout. Nous, notre siège social à Montréal et à Toronto, nos sièges sociaux à Montréal et à Toronto, on gère le Canada au complet, mais on ne va pas se mêler de qu'est-ce qui se vend dans le Maine, qu'est-ce qui se vend au Vermont. Non, nous, on s'occupe du Canada. Okay. Le marché...
des États-Unis et gérée aussi complètement indépendamment de n'importe quel autre pays, en fait. C'est ça. Et vous n'allez pas prendre, par exemple, des informations, je sais pas, qui pourraient être intéressantes de comment est vendu un produit dans tel pays pour essayer de plugger la stratégie ou quoi que ce soit. C'est pas quelque chose qui se fait. Si, c'est quelque chose qui se fait, mais de manière très restreinte, parce que normalement, on suit toujours les guidelines du global. Ok. Donc, vraiment, on a les impulsions. On a, OK, tel produit a été développé, il faut le vendre de telle manière. Par contre, je te donne un exemple. On va vendre, Chanel Global va lancer une nouvelle gamme de fond de teint. Ok. Donc, tu as, je sais pas, 30 teintes, du plus clair au plus foncé. Là, sur ces 30 teintes, il y a peut-être 80% des quantités qu'on va importer qui vont être sur les 10 teintes les plus vendues au Canada, parce que les 10 plus clairs et les 10 plus foncés, par ratio de la population, vont moins se vendre. Donc ça aussi, c'est des stratégies appliquées à chaque marché, à chaque pays. Et pareil, en Asie, ça va être toutes les teintes les plus claires. Ok. C'est juste, au Mexique, ça va être les teintes plus foncées. C'est stratégique. C'est stratégique, appliqué à chaque pays. Mais la guideline de base vient vraiment de Chanel Monde pour qu'il y ait une cohérence, en fait, au niveau du monde. Si le client Chanel voyage, il est capable de retrouver son produit de Tahiti à Tombouctou, tu vois. Ok. Mais c'est super intéressant. Malheureusement, on en vient un petit peu à la fin du podcast. Je sais que je t'ai beaucoup fait parler, donc peut-être que ça te fait plaisir. Mais voilà, on va essayer de faire un petit bilan général, puis avec les questions basiques sur les clés du succès, tes conseils pour l'avenir, etc. En tant qu'étudiante, si tu te voyais il y a 10 ans, 15 ans, qu'est-ce que tu te dirais? Et puis pourquoi tu te le dirais, etc. Qu'est-ce que je me dirais il y a 10-15 ans? Je me dirais aie confiance dans le process. Trust the process. Ça va finir par... tout. Puis, alors, soit j'ai énormément de chance, soit c'est vraiment du bon timing, soit j'ai su saisir les opportunités au bon moment, mais toute la vie est faite de timing. Toute la vie est faite de choses qui vont se présenter sur ton chemin et que tu décides de prendre ou pas. Et comme tout à l'heure, je disais, dites oui, mais dites oui aux choses qui font du sens. Ne dites pas oui par défaut ou forcez-vous à dire oui alors que vous n'êtes vraiment pas sûr. Mais laissez-vous la chance de vivre des choses, de vivre des opportunités. Et à chaque chose que vous vivez, quelle que soit l'épreuve, vous allez en sortir enrichi. Et que ce soit dans la vie pro ou dans la vie perso. Tu vis un moment, je sais pas, rupture amoureuse. Puis t'es au fond du trou, puis tu dis, mon Dieu, je vais jamais m'en sortir, je vais être malheureuse toute ma vie et tout. La vie d'un étudiant. Je l'ai vécu, mais tu vis ça. Puis t'as l'impression que jamais tu vas t'en sortir, ou t'as échoué un cours, t'as l'impression que ta vie c'est fini, que tu vis le pire échec. Non, tu vas, même si tu le vois pas maintenant, de un, je te jure, tu vas rebondir, première règle. Quand t'es au fond, tu peux que remonter, donc de un, tu vas rebondir, c'est certain. De deux, tu vas en finir enrichi de cette expérience-là. Tu vas avoir appris quelque chose. Peu importe ce que c'est, tu vas avoir appris sur toi, tu vas avoir appris sur les autres, tu vas avoir appris sur ta résilience, tu vas avoir appris à quelque chose, ça je l'accepterai plus jamais, donc tu vas avoir appris quelque chose. Et c'est pareil dans la vie perso, c'est pareil dans la vie pro, c'est pareil dans toutes les expériences que tu peux vivre, donc aie confiance dans ce qui va arriver, dans ce qui s'en vient. Il y a quelque chose de positif qui arrive, prends le plus d'opportunités, saisis le plus d'opportunités que tu peux, parce que même si cette opportunité-là, elle te fait amener genre à gauche, alors toi tu voulais aller à droite, mais tu vas être capable de faire pivoter et d'aller dans la bonne direction. Donc honnêtement, saisis les opportunités, fais-toi confiance et pas peur de
et pas peur de ce qui arrive. Ou bah, si t'as peur, ok, t'as le droit d'avoir peur aussi, là, mais tout en place, puis t'as des compétences, t'as des connaissances, t'as fait des études. T'es riche de savoir, et en plus, t'es au début de ta carrière, là, t'as tout à donner. Et tout à l'heure, je t'ai dit, tu m'as demandé si j'étais stressée au début du podcast. Et je t'ai dit, oui, mais... Et c'est le dernier conseil que je veux donner. Et c'est quelque chose qui a changé ma vie. Et qu'on m'a dit, je pense que j'avais 20 ans, 21 ans. J'étais étudiante en France. C'était avant de venir au Québec. J'étais étudiante. Et on avait un gros travail en groupe qu'on devait présenter. Et le prof nous faisait passer, en fait, nous faisait présenter à tour de rôle. Et là, c'était rendu à ce point dans sa session, c'était à moi de présenter. Et j'étais nulle, et je suis encore très peu confiante, mais je suis nulle pour parler devant du monde, j'ai pas vraiment confiance en moi, je suis timide, etc. Et la veille de la présentation, j'étais dans tous mes états, j'étais sûre que j'allais pas y arriver, je me sentais hyper mal, j'étais tellement stressée, là, genre, je sentais l'énorme boule d'anxiété, et je suis allée voir ma tante, la sœur de mon père, qui habitait proche de chez nous, et je dis, je suis tellement stressée, genre, je sais pas comment je vais y arriver, j'y arriverai jamais, je pourrais pas le faire demain, j'y arriverai pas. Elle m'a dit, mais tu sais que la seule chose qui va sortir de ta présentation demain, c'est du positif. Je sais quand même comment ça. Elle me dit, c'est toi qui vas leur apporter quelque chose. Les gens qui viennent pour t'écouter, tu vas juste leur donner quelque chose. De quoi t'as peur? T'es juste là pour apporter quelque chose à quelqu'un. Et elle m'a dit ça. Et depuis ce jour-là, c'est ce que je me dis. Tu vois, j'étais stressée au début du podcast, mais je me suis dit, la seule chose qui peut sortir de ce podcast-là, c'est que ça va être enrichissant pour moi parce que je vais apprendre quelque chose, c'est mon premier podcast. Et pour vous, tu sais, je vais vous donner des conseils, je vais vous donner des idées, je vais vous donner des pistes. Au final, tout le monde en sort gagnant. Peu importe ce que tu vas faire dans ta vie, quelque chose qui va te stresser, même une entrevue pour un job. Tu sais, même si t'as pas le job, tu vas avoir appris de l'expérience que tu auras faite et tu vas avoir donné un peu de toi à l'autre personne, tu sais. Fait que ça a changé, ça a tout changé pour moi. Donc, c'est vraiment un petit conseil que je peux donner. Pensez toujours au fait que peu importe l'échange que vous allez avoir avec quelqu'un, dans n'importe quelle sphère de votre vie, vous allez apporter à l'autre personne. Vous allez donner un bout de vous, puis cette personne-là, elle sera pas la même avant de vous avoir vu. Si vous la traitez bien sûr. Hein, c'est sûr que si vous passez 1 heure à envoyer... c'est vrai. Balader quelqu'un... Pour être poli, elle sera pas la même, mais pas dans le bon sens. Mais si on part d'une relation qui est pas toxique, là, si tu as un moment positif, en tout cas, ou neutre, mais avec quelqu'un, cette personne va être changée pour toute la vie. Tu vas lui donner de l'énergie, tu vas lui donner des connaissances, du savoir, des émotions, et c'est juste du positif qui va en sortir. Ok. Est-ce que c'est ton mot de la fin? Je pense que ça peut être mon mot de la fin. Parfait. Alors, il n'y a que du positif qui va sortir de ce podcast, je l'espère. Déjà, merci infiniment pour ta présence. Merci de ta perspective, de ta façon de voir les choses. Je suis sûre que ça a appris énormément de choses à tous les auditeurs qui nous ont écoutés. Je l'espère. Donc, c'était enrichissant, c'était inspirant. Puis, merci encore d'être venu. Clap. Merci à vous. Je vais juste relire vite fait pour faire une outro bien fluide et tout. Et tuk. Ça va? C'est pas stressé? Non, ça va. Mais comme je t'ai dit. Ça marche. J'espère que j'ai répondu comme il fallait. Je sais pas. Non, franchement, c'était bien. Ouais, peut-être qu'on peut On peut rajouter une question si tu as envie de dire quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas abordé que vous aimeriez que j'aborde plus en profondeur ou... C'est ça. Toutes les questions, tu as abordé des perspectives que je m'attendais pas en vrai. Donc, du coup, j'étais en mode... Super. C'est ça. Moi, je pense qu'il y a tout là. Après, si toi, il y a un point que tu veux ajouter qui tient à cœur, ça, on n'a pas dit, puis je trouve ça intéressant. Moi, j'aurais voulu savoir à l'époque. Est-ce que... j'ai parlé un peu de l'héritage de Gabrielle Chanel, j'ai parlé un peu des valeurs de la compagnie. Je pense pas qu'il y ait besoin de beaucoup plus en rajouter. Tu sais, je veux pas non plus faire une pub pour Chanel, là, c'est pas du tout mon point. Mais est-ce que vous pensez que je devrais plus parler de l'entreprise, de Chanel en tant que telle, ou pas besoin parce que tout le monde... Moi, je pense que ça va. On a fait comme la petite intro et tout. Puis
Moi, Ça sert à rien de comme, tu sais, comme les gens connaissent plus ou moins l'histoire. Bah, si tu t'intéresses à la mode, normalement, tu connais un peu l'histoire. Oui. Coco et ainsi de suite. Donc, je pense que ça va. Je pense que tu l'as quand même bien, tu l'as bien vendu, on va dire. Question personnellement, c'est à Paris. Ouais. Ok. À Neuilly. Ouais. Bah, moi, pour moi, il y a tout là, mais si toi, tu vois un point. C'est ça. Parce que là, il me reste juste à remercier encore la fondation, puis fermer. Parfait. On est avant. Ok. Alors, comment j'avais fini? J'avais dit merci d'être venu. Ok. Donc, comme je disais, on en vient à la fin de ce podcast. Donc, encore une fois, je voulais remercier la Fondation HEC qui nous a permis d'avoir ce joli podcast. Donc, merci encore à eux. Merci à nos auditeurs. Merci à toi, Delphine, qui est venue. Restez à l'écoute pour de prochains podcasts. Et puis, on se dit à bientôt. Au revoir.